Hello les voyageurs et bienvenue sur le podcast À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Les familles nomades à vélo, c'est la rencontre que je vous propose aujourd'hui. Moi c'est Florence et tous les 15 jours, je vous fais découvrir les expériences de ces aventuriers qui parfois ont tout quitté pour réaliser leur rêve, faire un tour du monde. Céline, Xavier et leurs 2 filles ne sont pas une famille comme les autres. Ils ont choisi un mode de vie lent et sans limite depuis 2010. Jamais ils n'auraient imaginé que leur périple à vélo deviendrait leur mode de vie et qu'ils accueilleraient leurs enfants le long du chemin. Ils explorent les merveilles et les recoins sauvages de la planète en vivant sous la tente, en totale connexion avec la nature. Leur philosophie, c'est de vivre au jour le jour en faisant confiance à la vie. Leurs intuitions les guident et les protègent. Choisir de vivre avec moins, en autonomie énergétique, avec leurs panneaux solaires et leurs dynamos. Dans cet épisode, Céline nous raconte comment elle a géré ses grossesses, leur mode de vie au quotidien, et comment elles cuisinent en faisant pousser des germes sur leur vélo, et comment elles éduquent leurs filles. Cette famille nous prouve qu'on peut écrire sa propre vie en respectant ses convictions. Vous allez écouter la première partie du témoignage. Bonne écoute. Salut Céline et bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter ta petite famille? Oui, merci beaucoup. Merci de m'accueillir aussi. Je suis super contente. On est super contents. En fait, on est une famille de 4. Donc, je suis la maman, Céline. J'ai 40 ans. Xavier a 42. Naïla a 9 ans. Et puis, Phoebe, elle a 5 ans. Et puis, en fait, on est une famille qui sommes sur les routes du monde depuis 13 ans. Donc, vous l'aurez compris, Naïla et Phoebe sont nées en cours de route. On est partis en couple et puis elles nous ont rejoints en chemin. Et donc, on a poursuivi en fait avec nos 2 filles dans ce mode de vie nomade. J'ai forcément énormément de questions à te poser. Rien que par ta description, il y en a plein qui me viennent. Mais avant de rentrer un peu plus sur certains détails et toutes les questions, est-ce que tu peux me présenter un peu comment est né le projet et quel est votre mode de vie, en fait, votre philosophie de vie et votre mode de vie au quotidien? Alors, comment est né le projet? Alors, le projet, quand moi j'ai rencontré Xavier, c'était dans un petit festival de montagne. Puis déjà, il me parlait de son idée de rejoindre la Nouvelle-Zélande à vélo. Et puis, je suis tombée amoureuse de cet homme qui rêvait grand. Et finalement, on est devenu un couple. Et 2 semaines plus tard, je me suis rendu compte qu'il n'allait pas seulement que de rêver ce projet, mais il allait vraiment le vivre. Et puis, du coup, je lui ai demandé si je pouvais venir avec lui. Et il m'a dit oui. Alors, il est toujours très content que ce soit moi qui ai demandé parce que du coup, il dit toujours, voilà, quand c'est difficile, puis quand on a des journées vraiment galères, au moins, c'est toi qui as demandé. Et, Et du coup, toi, t'as demandé en te disant que ça allait être combien de temps? Alors en fait, donc le jour où je lui ai demandé, il m'a dit: «Ben oui, OK, ça marche, on part ensemble, mais on doit mettre une date. Comme ça, on part vraiment». Alors on a mis une date, 1 année plus tard pour avoir le temps de tout préparer, de quitter finalement tout ce qu'on avait, de quitter nos emplois, de vendre notre voiture, de quitter notre appartement et cetera. Donc on avait 1 année pour tout préparer et puis aussi, surtout, pour un peu décider la ligne de ce qui allait nous guider. Parce que notre préparation, en fait, elle était, il y avait 2 points. Nous, on était les 2, on avait beaucoup voyagé en solo, pas à vélo, mais on a fait beaucoup de backpackers en solo, donc on connaissait bien l'idée du choc culturel. Moi, je suis anthropologue aussi, donc on connaît bien l'idée des cultures. Après, on connaissait beaucoup, on est les 2 alpinistes, donc on connaît bien tout ce qui est le camping, dormir dehors, voilà, dans des conditions difficiles. Donc il restait un peu 2 points. Le premier, c'était vraiment notre manière voilà, notre équipement déjà. Donc avoir l'équipement avec un minimum de poids pour braver des températures aux 2 extrêmes. Et puis la deuxième, c'était évidemment, de définir la ligne. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous définir la ligne? Ça, c'est un point qu'on trouve super important, puis que souvent les gens oublient. C'est-à-dire qu'on est tellement affairé à créer le projet qu'on oublie de finalement définir qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre derrière, ou quelles sont nos attentes. Puis surtout, est-ce que nos attentes sont les mêmes entre nous deux?
Et du coup, on a passé beaucoup de temps à définir ça, puis à savoir vraiment ce qu'on voulait. Et on a décidé qu'on allait vraiment se laisser porter par le vent. Donc, on a fait un itinéraire au crayon et en fait, on ne l'a jamais vraiment suivi. On a fait vraiment beaucoup, beaucoup de détours en fonction de, voilà, des rencontres, des synchronicités, voilà, des lieux qui nous appelaient. Et d'un bout à l'autre, eh ben, c'est comme ça qu'on est arrivé, on crée notre chemin en fait. C'est très joli en tout cas de ce que tu viens de dire on crée notre vie au fil du vent. Exactement. Et puis, bah, une chose qu'on a aussi, je pense, vraiment décidé dans cette ligne, c'est de faire confiance aux gens. Donc on n'a jamais, cadenassé nos vélos. Dans tous les pays où on est allé. On les laisse, avec toutes nos affaires, toute notre vie sur le parking d'un grand supermarché, devant une petite échoppe, au milieu de la rue. On part pendant 1 heure et on revient, puis ils sont toujours là, avec tout le matériel. La seule fois où on a perdu quelque chose, qui est tombé de notre vélo, on était à Dhaka, donc en Bangladesh, dans une vie, fourmilière, si on veut bien. Et c'était un paquet qui était mal fixé sur notre vélo, donc il est tombé. Et quelqu'un a réussi à le prendre. Il nous a retrouvés dans le labyrinthe humain et il nous l'a rendu. Donc voilà, donc on fait confiance aux humains, puis on fait aussi confiance en la vie. Et puis c'est ce qui nous a permis de pouvoir emmener nos filles vraiment dans des lieux sauvages, vu qu'on a passé, voilà, notre dernier projet, c'était les grands espaces du Nord. Donc on a traversé notamment le désert de Gobi avec nos 2 filles quand la plus petite avait 1 année. Donc ça c'est en Mongolie, entre la Mongolie et la Chine. Et puis on a traversé l'Alaska et le Yukon, donc dans le Grand Nord aussi avec nos 2 filles. Parce que du coup, là, il y a quand même une question qui me vient tout de suite et je vais avoir du mal à attendre, c'est de dire, une fois que tu as su que tu étais enceinte, est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit, bon, on va peut-être arrêter le projet ou à aucun moment vous vous êtes dit, c'est fini, on continue? Ouais. Alors en fait, ça s'est passé un peu différemment. C'est-à-dire qu'on est parti. Alors j'aime bien quand même le souligner parce qu'on avait dit à tout le monde qu'on partait pour 3 ans. Et puis, ben, on est parti dans les Alpes suisses, qui sont vraiment intenses. Et je me souviens après 6 jours, j'avais mal aux muscles, j'avais la tête qui était en train de me demander: «Mais comment est-ce qu'on va faire pour traverser tous les déserts et toutes les chaînes de montagnes qui nous attendent?» Et finalement, vraiment à un moment donné, j'ai dit à Xavier: «Mais moi je sais pas si je peux faire ça, quoi. Je sais pas si je vais y arriver». On venait juste de partir. Mais je crois que j'avais besoin de le dire. Je crois qu'en fait, on se projetait tellement parce que quand on vit, enfin, en tout cas, un changement entre ma vie de sédentaire et ma vie de nomade, c'est vraiment l'idée de la projection. C'est-à-dire que nous, on peut pas se projeter plus loin que les 10 prochaines minutes parce que déjà, on connaît pas la route, on n'a jamais été dans ces lieux, donc on est toujours plongé dans l'inconnu et on sait non plus jamais où on va planter notre tente le soir même. Donc il faut imaginer qu'on est dans un constant inconnu et puis, bah, ça s'apprend. Cet inconnu s'apprend. C'est quelque chose qui peut faire très peur, puis en même temps, ben, il faut apprendre à vraiment l'apprivoiser, si on veut bien, puis à vraiment, voilà, vivre, marcher main j'aime bien dire marcher main dans la main avec ses peurs. Et c'est comme ça, en fait, qu'un jour après l'autre, on a appris à pas se projeter sur 3 ans, mais à se projeter, ben, sur l'année d'après, puis après ça a été le pays d'après, puis après ça a été la semaine d'après, pour finalement arriver, au jour le jour. Et ça, c'est une philosophie que vous avez gardée aujourd'hui? Ben, en fait, le truc, c'est que notre vie, elle est comme ça. On peut pas on peut essayer de se projeter à l'avance, mais de toute façon, on sait qu'on a eu si on veut bien, on peut pas avoir aucune attente. Vu qu'on est dans un monde inconnu, avec des gens qu'on connaît pas, des cultures qu'on connaît pas. Donc, pour donner un exemple, je te laisse imaginer le nombre de fois où on a eu des douches froides alors qu'on s'attendait à une douche chaude. Alors, bah, et voilà, tu te dis: «Ah trop cool, on va arriver dans cet endroit-là, on va avoir une petite douche chaude, ça va être trop cool» et là, tu as un filet d'eau froide qui coule et en fait, le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que le problème, c'est pas vraiment le filet d'eau froide, puisqu'on se douche tout le temps avec un filet d'eau froide. C'est pas un problème finalement qu'il y ait un jour de plus avec un filet d'eau froide. Le problème, c'est qu'on s'attendait à autre chose, c'est nos attentes qui sont derrière. Et du coup, on a appris simplement que ces attentes, elles amènent tellement comment dirais-je? De déception et Déception? puis de frustration qu'en fait, ça en vaut pas la peine.
Alors oui, on peut se réjouir d'une douche chaude, mais tout en sachant que peut-être qu'elle va pas arriver. Et du coup, c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est impressionnant parce qu'en fait, nos filles fonctionnent aussi comme ça, mais peut-être qu'on y reviendra après, mais elles ont vraiment une capacité de résilience qui, même moi, m'étonne vraiment tout le temps. Parce qu'en fait, nos plombs, enfin, Naïla le dirait tout le temps, on n'a pas notre plomb A, il se déroule jamais. On est toujours au plomb D ou quelque chose comme ça. Enfin, Mais, voilà. mais c'est une super expérience que tu nous racontes là, parce que ça veut dire que ça s'apprend et qu'en fait, tes filles, elles ont vécu comme ça depuis qu'elles sont nées, parce que vous n'avez pas eu le choix par le mode de vie. Et que du coup, pour elles, il y a beaucoup moins de frustration parce qu'elles sont toujours en train de vivre le moment présent sans aucune attente. Exactement. Alors, sans aucune attente, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, ça s'apprend réellement. Et ça veut dire qu'en fait, nos vies, on est toujours dans la projection parce qu'on a des agendas, enfin, voilà, on a souvent des agendas qui vont parfois jusqu'à 6 mois en avance. Et ben, c'est difficile de revenir dans le moment présent des fois. Mais réapprendre finalement à pas vivre les choses parce qu'elles sont marquées sur l'agenda, mais comme elles le sont réellement sur le moment présent, c'est aussi important. Ouais, c'est passionnant. Ça veut dire que ça fonctionne en tout cas quand tu le mets en place. T'en retires vraiment beaucoup de choses. Et comme tu dis, la résilience, cette capacité d'adaptation, bah, tes filles, tu as réussi en tout cas à leur fournir ces valeurs-là. Et pour elles, ça devient presque inné. Ouais, en tout cas, c'est effectivement voilà, elles savent. Bah voilà, pour donner un exemple, un jour, il n'y a pas très longtemps, on était en Slovaquie, puis on était en sommet d'un col. Et puis, c'était un petit peu compliqué parce qu'on n'avait pas d'eau, donc on a dû filtrer de l'eau dans une flaque d'eau. Et puis, on est resté au sommet parce que c'était trop beau, puis qu'on avait envie d'y rester. Et puis, bah, les filles, là, elles ont tellement aimé qu'elles voulaient rester une deuxième nuit. Sauf qu'il y allait y avoir une grosse tempête. Enfin, il y avait plein d'autres données qui étaient un peu compliquées. Et finalement, on a décidé avec Xavier de leur laisser la décision à elles complètement, de savoir si on allait rester au sommet ou si on allait descendre. Alors évidemment, elles ont dit ouais, 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 on va rester. Puis après, on leur a dit mais attendez, on va vous donner tous les paramètres qu'on a. Et puis du coup, quand on a commencé à donner tous les paramètres, ça a été vraiment compliqué pour elles de vraiment faire la décision. Puis elles ont dit bah c'est pas si facile que ça de décider. Et finalement, elles ont vraiment décidé voilà, de rejoindre ce petit village où il y avait un petit camping. Puis on a décidé pour une fois de rejoindre un camping parce qu'on avait aussi besoin de faire la lessive, entre autres. Et du coup, on est arrivé après une longue journée, une très longue journée, hyper fatigué, en se réjouissant d'arriver. Il allait pleuvoir en plus ce soir. Enfin, voilà, c'était le truc, ça allait être super bien. En fait, on est arrivé dans le portail et puis ben, le camping était fermé parce que on n'était plus dans la saison et puis ben, du coup, ben, il était fermé, mais c'était pas inscrit. Donc, du coup, enfin, nous, on n'était pas en courant en tout cas. Donc, du coup, on s'est retrouvés devant le portail avec voilà, quelque chose qui est fermé. Et au début, la Phoebe, la fille de 5 ans, elle était là, oh, laissez-nous, laissez-nous ouvrir, laissez-nous venir. Puis bah, finalement, ben voilà, Myla a dit non, Phoebe, tu sais, là, il va falloir rouler. Donc on est reparti, on a pris de l'eau au premier endroit où on pouvait prendre de l'eau, puis on est reparti. On n'avait pas fini notre journée, on ne savait pas quand elle allait se finir, puis qu'on fallait qu'on trouve encore un endroit pour camper quelque part en nature. Est-ce qu'il y a des jours de pause? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous posez dans des lieux, entre guillemets, enfin pas dans la tente? Est-ce que vous prenez parfois justement un hôtel, des campings, ou c'est vraiment toutes les nuits dans la tente? Alors, ça dépend où on est, on dira, mais en général, là par exemple en Europe, on n'a payé aucun hôtel. On a payé quelques campings, puis sinon on est tout en camping sauvage, en bivouac on dira. Donc, donc c'est très rare en fait. En fait, ça dépend. En fait, ça dépend de beaucoup de choses, mais on a un budget très limité. Donc, du Mhm. coup, on est complètement OK avec ça. Et puis, pour nous, ben, on se rend compte qu'en fait, cette vie de simplicité, elle nous amène beaucoup aussi. C'est un retour à l'essentiel. Et puis, ça nous offre aussi beaucoup de temps. Et pour nous,
l'essentiel, c'est ce ton-là, c'est cette liberté. Et cette vie de simplicité nous offre cette liberté et ce temps-là. Et pour le moment, on trouve qu'on n'a pas forcément besoin d'aller payer des hôtels pour pouvoir rester dormir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire à certains moments. Ça ne veut pas dire qu'en Chine, dans les grandes villes chinoises, on ne va pas aller dans les hôtels. Mais voilà, après, le prix de l'hôtel, c'est 20 $ la nuit. C'est pas non plus le même budget. Mais effectivement, on dort principalement sous tente. Après, on se fait aussi relativement, je dirais pas souvent, mais on se fait inviter aussi de temps en temps. Et puis, on a l'occasion de pouvoir rester à l'intérieur. Il y a notamment dernièrement, j'aime bien raconter cette histoire. C'est dernièrement aussi, mais il y a une dame de 82 ans quand même qui nous a accueillis chez elle. Elle parlait pas un mot d'anglais. C'est en Pologne. Elle parlait uniquement polonais. Et elle nous a accueillis chez elle. Elle nous a ouvert la porte de la maison et on est resté 3 jours chez elle. Et du coup, c'est aussi impressionnant de voir ça, de voir à quel point les gens peuvent être accueillants. Mais voilà, de se dire qui c'est qui le ferait à 82 ans d'accueillir des étrangers comme ça. C'est impressionnant aussi. Mais ça conforte en fait ce que tu es venu chercher aussi, puisque tu as dit on a décidé de croire en la vie, de croire aux autres, aux gens, puisque tu as dit on fait confiance, on met jamais de cadenas. Donc ça conforte en tout cas tes convictions que les gens sont beaux et que la vie est belle, quoi. Ah ouais, complètement. Pour nous, ça nous a pas étonnés. Mais par contre, c'est vrai que quand on remet des fois en perspective, j'aime bien le remettre en perspective parce que finalement, c'est pas donné à tout le monde d'ouvrir sa porte comme ça. Et Est-ce que du coup, de temps en temps, vous allez justement taper chez les gens en disant est-ce qu'on pourrait se mettre dans votre jardin pour une question de sécurité ou c'est plutôt à chaque fois en freestyle? ça dépend des pays, ça dépend des endroits, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ça nous est arrivé, oui, de demander de pouvoir simplement camper, de mettre la tente dans le jardin. Et là, effectivement, en général, après, ça dépend c'est vraiment, faut vraiment imaginer que chaque pays est différent, puis chaque fois, c'est comme si c'était une autre manière de faire les choses. Alors, dans certains pays, ça marche super bien, puis c'est une possibilité, puis dans certains pays, c'est pas trop une possibilité. Et puis en fait, ça change d'un pays à l'autre, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter les bivouacs un peu les plus fous? Alors, les bivouacs les plus fous. Alors, ouais, alors attends, faut que je le truc, il faut mettre un petit peu en contexte. Les bivouacs qui ont été les plus incroyables pour nous, ça a toujours été dans des lieux assez extrêmes. Donc il faut imaginer, un des lieux, qu'on a traversé en couple, c'était la Mongolie en hiver par -30 degrés. Et du coup là, en fait, on est en bivouac, mais en fait, il y a pas d'autre solution. Donc on est vraiment dans des grands espaces et puis il y a juste nous puis la terre. Et du coup là, on était obligés, enfin, il y a pas d'autre choix. Donc on était dans des endroits absolument, magiques. Et là, effectivement, on était, voilà, ça a été certains des plus beaux endroits où on était. Après, on a passé au Tadjikistan aussi, dans des cols à plus de 4000 mètres d'altitude. 2 semaines en dessus de 4000 mètres. Et là aussi, à nouveau, c'est des endroits où nous, on aime beaucoup ces endroits sauvages. Comme j'ai parlé du désert de Gobi, pardon, j'ai parlé de l'Alaska. Tous ces lieux-là, c'est des lieux qui nous font vibrer. Mais il faut imaginer qu'il n'y a pas d'autre option pendant des jours. C'est 6 jours d'autonomie au milieu de nulle part. Le plus grand stretch qu'on a fait, la plus grande distance qu'on a fait, je crois que c'était 19 jours dans le désert de Nullarbor. Sans voir personne. Pas sans voir personne, mais il y avait, en fait, c'est entre 2 villes, il y avait 7 stations essence. Donc il faut imaginer, alors depuis Paris, il y a 1200 kilomètres. Donc Paris, Barcelone peut-être? Non, c'est même pas assez, je pense. Paris, Ah bon, en tout cas, j'imagine bien 1200 km.
Ah, 1200 kilomètres et cette passion Ça est me sans paraît compter. déjà fou. Donc voilà, donc c'est pour moi, c'est difficile de répondre à cette question. Peut-être que pour nous, les bivouacs les plus fous, c'est quand on s'est retrouvés plutôt à camper au milieu d'un temple ou que tout d'un coup, on était accueillis justement dans un temple parce que les gens nous ont offert de pouvoir dormir et puis de bivouaquer vers un temple ou que tout d'un coup, voilà, qu'on était en train de bivouaquer puis qu'il y a une cérémonie mortuaire qui s'est mise en branle au Cambodge et puis que du coup, bah voilà, il y a les tambours qui tapaient et tout. Et puis je me disais, bon, bah, heureusement que nos filles ont été habituées à dormir avec tout le vacarme possible et inimaginable, parce que Naïla, elle avait juste 6 mois et puis ça nous hurlait dans les oreilles. Voilà, enfin, donc c'est plutôt des anecdotes comme ça, je dirais. Mais effectivement, on a été dormir dans des lieux incroyables. On a eu le droit de voir des aurores boréales, on a dormi sur des lacs gelés, on a été vraiment, voilà, on a eu des endroits à découvrir qui étaient absolument fabuleux. Et puis, c'est vraiment ça qui nous porte aussi, ce lien à la terre, finalement, ce lien à la nature. Pour nous, on est vraiment des ambassadeurs voilà, de ce lien à la nature, de la vie en nature. Et puis d'ailleurs, on part dans un projet tout prochainement pour pouvoir voilà, encourager vraiment les gens à partir, à être à l'extérieur et surtout les enfants, en fait. Est-ce que du coup, d'un pays à l'autre, est-ce que parfois ça vous arrive de prendre l'avion ou c'est vraiment toujours plutôt en bateau ou en mode Alors, on essaye de faire principalement en vélo ou en bateau, donc de vraiment utiliser les voies terrestres et terrestre? maritimes. Après, bah, il y a des fois où c'est compliqué. Et puis, bah, du coup, on est obligé à un certain moment de prendre un avion. Mais en général, si on peut, on évite de prendre les avions. Moi, je voudrais revenir aussi sur un point en tant que maman, qui m'interpelle vraiment. Comment tu as géré tes grossesses? Parce Ah que ça a oui, quand bah, même été dur pendant le voyage. d'ailleurs, j'ai pas fini la question de comment on a fait par rapport à si, quand on a eu la nouvelle, que j'étais enceinte, comment est-ce qu'on a continué? Voilà. Alors, il faut imaginer qu'on était en Asie centrale, au Kazakhstan, puis c'est vraiment les grandes plaines de l'Asie centrale, auprès des peuples nomades. Et puis là, on a vraiment senti, après plus ou moins 2 ans sur les routes du monde, une année et demie sur les routes du monde, qu'on était vraiment devenus nomades. C'était vraiment plus un voyage, mais que c'était vraiment une autre manière de vivre. Donc ça change complètement la donne. C'est-à-dire que la Nouvelle-Zélande, c'était plus un but en soi. Par contre, de vivre nomade, ça devenait une manière d'être, une manière de vivre. Et puis un peu plus tard, finalement, on s'est dit, si c'est notre manière de vivre, pourquoi pas ouvrir la porte à une famille? Mais ça restait vraiment juste une porte qu'on a ouverte, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas forcément à avoir un enfant, mais on s'est dit, ben voilà, on ouvre la porte et puis ce qui se passera, se passera. Alors je pense que Naïla a été super motivée d'être nomade, puisqu'elle a tout de suite dit, ouais, moi je viens. Et, et du coup, j'étais au Népal. J'étais au Népal, dans un endroit où il y a juste le silence vibrant et le souffle du vent. Et là, je me rends compte que je suis enceinte. Enfin, j'ai l'intuition que je suis enceinte avant qu'aucun signe physique ne soit visible. Mais je sais à 100% que je suis enceinte. Par contre, je décide d'attendre le bon endroit. Et du coup, on va continuer. On était donc dans l'Himalaya. Puis, une fois qu'on est arrivé à 5500 mètres d'altitude face au mont Everest, c'était le bon endroit. Et puis, j'ai dit à Xavier, ben voilà, tu vas être papa. Ah, c'est beau. Et, et en C'est fait, joli parce que, comme tu dis, tu avais l'intuition, mais en même temps, est-ce que tu avais la certitude? je lui ai dit à 98%. Mais comme il me connaît, puisqu'il connaît, je suis très, très intuitive, comme il me connaît, pour lui, c'était plutôt un 100% que. Voilà, après, j'ai donné quand même 2% de marge parce que l'erreur est humaine. Mais je trouve que c'est assez symbolique que ça arrive en plus dans un pays comme celui-là, qui est un pays hyper spirituel. Donc je trouve que Moi, c'est joli que tu aies pu le faire en plus dans un endroit comme celui-là. en fait, ce qui était magique, c'est que pourquoi je l'ai annoncé là-bas, c'est pas parce que j'étais face à la plus haute montagne du monde, mais c'était vraiment parce que je chantais une puissante énergie féminine.
Puis j'ai appris après, des semaines plus tard, qu'en fait les peuples tibétains qui vivent autour de l'Everest l'appellent Cholomungma, qui veut dire, la déesse mère de la terre. Et du coup, ben, en fait, c'est cette énergie féminine, cette énergie que les peuples tibétains nomment, l'Everest, que j'ai ressentie. Et voilà, donc du coup, j'étais enceinte, au milieu de l'Himalaya. Puis après, ben, on est redescendu à Katmandou dans le mouvement de cette ville. Il faut imaginer Katmandou, ça bouge dans tous les sens, il y a des odeurs partout, c'est vraiment très, très intense. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression de passer de l'unité du monde, de quelque chose de très, très spirituel, à plonger dans la dualité du monde. Et, euh, et du coup, effectivement, il y a eu des peurs qui sont venues. Euh, donc, voilà, comment je vais faire enceinte avec un bébé, etc. Et puis, ça a été intéressant parce on a voyagé à vélo après au Népal, au Bangladesh, en Inde. Et comme je l'ai dit avant, on avait choisi d'ouvrir cette porte, c'était notre vie. Donc, pour nous, à ce moment-là, on était OK de continuer, en tout cas d'essayer, de voir comment ça allait se passer. Mais on était OK de continuer. Puis d'aller jusqu'à la naissance, quelque part, à l'étranger. Donc, on ne savait pas où, hein, toujours, on n'était aucune idée du chemin. Donc là, on a passé justement par le Népal, le Bangladesh, l'Inde. Et puis, en fait, c'était génial parce que les gens me disaient, dans chaque pays, en fait, il y avait des choses qui changeaient. Ah, tu dois manger ce fruit-là, tu dois absolument manger ça. Non, non, mais tu peux pas manger ça, mais ça, tu peux manger. Puis en fait, je me suis rendu compte que ben, ça changeait d'un pays à l'autre, mais que les procédures médicales changeaient aussi. Puis du coup, au lieu de me donner une espèce de confusion qui pourrait m'amener à justement avoir beaucoup de peur, ben, ça fait exactement le contraire. C'est-à-dire que je me suis dit, ben, finalement, vu que c'est culturel, c'est génial parce que ça veut dire que je vais avoir la possibilité de sentir ce qui est juste pour moi, ce qui est juste pour mon bébé, et puis pouvoir m'aligner par rapport à ça. Et ça donne une super grande force, c'est-à-dire que du coup, j'étais libre de choisir ce qui était juste pour moi. Dans ces cas-là, il faut être très, très à l'écoute aussi. Oui, alors après, l'idée, c'est pas de projeter, mais d'être à chaque moment. Quand je dis qu'est-ce qui est juste pour moi, c'est au jour X, c'est comme ça. Et puis 2 jours plus tard, c'est peut-être complètement différent. Mais comme on était déjà dans un mode où on était jour par jour, ben, c'était pas un problème pour nous. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu dis, puisqu'il y avait une question culturelle. Si je prends notre vision à nous, est-ce que tu avais quand même un suivi médical? Alors j'étais en contact avec une sage-femme en Belgique à distance. Et puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait j'ai été faire quelques checks. En fait, quand j'avais besoin, ben, j'allais dans un hôpital, puis je faisais un check avec un médecin. Et puis voilà. Puis je me souviendrai toujours, c'était à Taïwan, mais ça c'était pour la deuxième. Il m'avait dit non, non, mais on peut pas vous faire une prise de sang parce que dans le protocole, là, à ce mois-ci, on fait pas de prise de sang. Puis je dis, ouais, ben, moi, je veux une prise de sang aujourd'hui. Donc, ça va se faire aujourd'hui. Donc, c'était intéressant voilà, de vraiment devenir finalement. L'idée, c'était pas d'aller contre, mais l'idée, c'était de vraiment être à l'écoute, puis de se redonner le pouvoir. Parce que souvent, on donne son pouvoir à l'autre, puis là, ben, c'est dire, ben non, en fait, c'est moi et puis mon bébé, puis c'est moi qui sais ce que je sens à l'intérieur. Et du coup, ça a été extraordinaire. Et c'est ça qui a permis, entre autres, avec aussi beaucoup de. Je fais de la communication intuitive avec les bébés et les adultes. Et c'est quelque chose que je faisais aussi avec Naila et Phoebe, même in utero. Donc, j'avais la possibilité de pouvoir communiquer avec elles. Et du coup, je faisais vraiment une communication intuitive voilà, régulièrement. Et c'était vraiment impressionnant parce qu'en fait, il y avait vraiment des parallèles qui étaient complètement fous entre ce que je vivais et puis ce que Naïla pouvait vivre in utero, des choses comme ça. Et c'était très intéressant aussi parce que voilà, il y a eu des moments aussi, la sage-femme qui me suivait en Belgique, elle était aussi formée pour faire des communications intuitives. Et souvent, ce qui se passait, c'est que nos emails, ils s'entrecroisaient entre le temps qu'on avait Internet et puis voilà, quand on se branchait. Et du coup, ben, mes communications intuitives et puis les communications intuitives de Dominique, eh ben, souvent, c'était le même résultat. Tu peux nous donner un exemple? Je réfléchis à un exemple pertinent.
Alors, je vais peut-être donner un exemple, ce sera peut-être plus facile à comprendre, quand, Naïla les exemples, ils sont mieux quand Naïla, elle est née. Peut-être que c'est peut-être plus parlant. Donc je vais donner ces exemples-là, mais ça change rien, en fait, quand elle était dans le ventre, c'était exactement la même chose, sauf que c'est des exemples peut-être qui sont moins forts, où c'est un peu plus compliqué à expliquer. Donc, par exemple, Naïla, ça arrive souvent, vous savez, quand, les bébés, ils commencent à pleurer, puis que ils ont été changés, ils ont eu à manger, ils ont dormi, enfin, on ne sait plus quoi faire, mais ils hurlent, puis on a vraiment l'impression qu'ils ont mal. Et puis, ben, par exemple, à ce moment-là, quand ça arrivait, ben, moi, je me disais: «Non, mais elle doit avoir des coliques ou qu'est-ce qui se passe?» ou voilà, «Est-ce qu'elle est pas bien? Est-ce qu'elle a un peu mal à l'estomac? Est-ce que quelque chose la dérange?» Et puis, bah, là, je me connectais avec Naïla, donc je commençais une communication intuitive. Et un jour, donc elle était vraiment en train d'hurler. Et un jour, j'ai reçu son information. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être ça. J'ai retesté, puis ça redonnait la même information. Puis l'information, c'était je t'aime. Puis au moment où j'ai reçu cette information, pas au moment où je l'ai reçue dans la tête, mais au moment où j'ai senti les frissons qui me traversaient le corps, donc le moment où j'ai intégré, j'ai choisi d'entendre ce message-là, Naïla s'est tue. Et ça, c'est un exemple. Alors, il y a plein d'exemples comme ça qui se passent souvent où il y a vraiment des changements qui sont extraordinaires. Quand j'allaitais Naïla, par exemple, à un moment donné, ça a été une période un peu compliquée où elle voulait toujours être allaitée pendant 2 heures d'affilée. Et comme j'étais à la demande, et ben, pour moi, j'étais OK. Mais du coup, ben, non, elle allaitait pendant 1 heure, mais toutes les 2 heures. Donc, j'étais tout le temps en train d'allaiter, quoi. C'était l'horreur. Je savais plus comment faire. Puis je me disais: «Ouais, mais moi je veux pas, voilà, allaiter toutes les 4 heures», parce que certains disent qu'il faut faire comme ça. Moi, j'étais plutôt à la demande, mais j'étais vraiment dans le flou. Et puis là, c'est Dominique, donc la sage-femme, qui a fait une communication parce que j'étais pas capable de la faire. J'étais trop impliquée émotionnellement. Et puis, bah, là, ce qui en est sorti, c'est que Naïla, elle disait: «Mais en fait, on était dans un cercle vicieux». C'est-à-dire que moi, je m'inquiétais de ne pas être une bonne maman. Et puis, pour que Naïla me montre qu'en fait, j'étais une bonne maman, bah, elle me disait: «Mais regarde comme tu arrives à me donner à allaiter. Regarde comment je tète. Regarde, bah, tu es une bonne maman». Donc en fait, elle me montrait que j'étais une bonne maman. Plus elle me montrait que j'étais une bonne maman, plus, ben, j'en doutais. Et du coup, on était comme dans un cercle vicieux. Alors, il a fallu que j'entende ça pour que, dès le lendemain, Naïla, elle allaite 20 minutes toutes les 2 heures, 2 heures et demie. En fait, ça avait un côté pratique. Tu l'as allaité combien de temps? J'ai allaité pendant 3 ans. Ouais, c'est ce que j'imagine. Parce qu'en plus, il y avait ce côté, voilà, où tu peux nourrir ton bébé quand tu veux. Et donc, il y a un côté plus facile que si tu dois aller chercher de la nourriture pour bébé aux 4 coins du monde. Ouais, exactement. Donc c'est vrai que ça a été aussi, ça faisait vraiment partie, du truc. Mais c'est vrai que pour venir un peu à la grossesse maintenant, ben, ce qui était extraordinaire aussi, c'est que Naïla, elle se mettait dans une position où je paraissais à peine enceinte. Donc, pour faire du vélo, ben, c'était super facile. Puis à chaque jour de pause, mon ventre, il doublait. Donc on va T'as dire, pédalé jusqu'à ton combienième mois? j'ai pédalé et voyagé jusqu'à 7 mois de grossesse. D'accord. Et Puis t'as après, on repris? était posés, puis j'étais posée, mais je roulais encore jusqu'au dernier jour, ouais. Et après, vous avez repris quand le bébé avait quel âge? Quand Naïla avait quel âge? 5 mois. D'accord. Et donc là, comment tu l'as porté? Ça veut dire que tu roulais avec le bébé contre toi ou tu l'avais mis Non, on le mettait dans une charrette. Ouais, dans une petite charrette? D'accord. ouais. À suivre, vous écouterez la suite de ce témoignage dans le prochain épisode.